Bonjour, bienvenue sur le portail participatif du gouvernement du Land-Sarre dédié à la stratégie France de notre land. Ici, c'est le lieu parfait pour tous ceux qui souhaitent s'informer, qui souhaitent discuter avec nous, mais qui souhaitent également présenter leurs idées par rapport au renforcement de notre orientation vers la France et vers le monde francophone. Aujourd'hui, vous participez à l'11e manifestation de cette sorte depuis décembre 2020, c'est-à-dire depuis le lancement de ce portail participatif. Et l'approche participative de la stratégie France n'est pas nouveau pour le gouvernement de la SAR. Parce que tout à fait au début, en 2015, nous avons commencé en contactant plus de 700 décideurs du monde économique, de la société ou de l'administration donc de la SAR, et nous avons collecté leurs idées par rapport à la mise en œuvre de la stratégie France. Ce qui est nouveau, c'est que le processus est maintenant ouvert à tout le monde. Il peut être accédé via la plateforme participative qui devient de plus en plus populaire, donc entre autres en SAR, mais aussi également au-delà des frontières de la SAR. Il y a quelques semaines, la plateforme participative a reçu un prix. Elle a été présentée à Paris, donc dans le Sénat, comme projet extraordinaire dans le cadre des relations franco-allemandes. Et nous avons toujours de plus en plus de personnes qui nous suivent sur cette plateforme, et ceci surtout à cause de nos invités à nos manifestations. Et ceci est particulièrement le cas pour la manifestation d'aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue à Monsieur le professeur Dr Pascal Hector, ministre plénipotentiaire au sein de l'ambassade de l'Allemagne à Paris. Et au-delà de cette fonction, il est également un partenaire très important du gouvernement du Land de la SAR à Paris pour la mise en œuvre de la stratégie France. Monsieur le professeur Hector, soyez les bienvenus sur la plateforme participative. Je me permets de donner quelques informations par rapport à votre personne. Donc, d'abord, l'information la plus importante, vous êtes d'origine sarroise. Vous êtes un de nous. Vous êtes juriste et économiste. Vous travaillez pour l'Office des affaires étrangères depuis 1991. Vous avez un CV donc vraiment très impressionnant. Vous avez par exemple travaillé à Berlin, Bruxelles, Paris, en Autriche, dans les pays scandinaves, mais également dans la Turquie, en Turquie. Et depuis 2016, vous travaillez en tant que ministre plénipotentiaire pour l'ambassade de l'Allemagne à Paris. Je l'ai déjà dit, vous êtes un des interlocuteurs importants du gouvernement de Land-Sarre en ce qui concerne notre travail en France. Monsieur Hector, donc je vous remercie d'avoir pris le temps de participer à la manifestation d'aujourd'hui. Je peux dire que le gouvernement du Land-Sarre regarde avec joie et tristesse en même temps le fait que vous allez quitter la France en été pour commencer à travailler en tant qu'ambassadeur allemand au Danemark. Donc félicitations. Et je peux dire quand le gouvernement du Land-Sarre va essayer d'élaborer une stratégie danoise, on va vous recontacter. Vous êtes toujours resté en contact avec la SAR, également dans le cadre de votre travail scientifique pour l'Europa Institute. C'est pourquoi vous connaissez certainement beaucoup des alumni de l'Europa Institute. Je suis très heureux que vous soyez là aujourd'hui parce que nous pouvons comme ça d'un côté nous échanger, et je pense en même temps que je vais apprendre beaucoup de choses sur la mission de l'ambassade allemande en France, mais également sur les relations
franco-allemande qui joue un rôle très important au sein des politiques européennes de nos deux pays. Et vous allez également nous donner des informations sur ce qui fait un ministre plénipotentiaire, parce que c'est certainement quelque chose qui intéresse donc beaucoup parmi nous. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est votre perspective, votre vision des relations franco-allemandes. Donc, après avoir participé à ce processus activement les dernières années, mais ce qui nous intéresse également, particulièrement, c'est votre vision des relations franco-allemandes au moment de la pandémie de Covid-19. Je suis très heureux que vous soyez là et je vais rester donc dans la réunion encore quelques minutes. Cette réunion, cette manifestation sera également traduite vers le français. La version française sera également mise en ligne, donc comme la version allemande. Mais je dois dire que je dois vous quitter. Je dois quitter cette réunion dans quelques minutes parce que j'ai une réunion donc urgente liée aux mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19. Monsieur le professeur recteur, je vous remercie à nouveau pour votre excellente coopération avec nous et pour le fait que vous soyez là aujourd'hui et nous attendons avec impatience votre présentation. Oui, merci beaucoup donc, de ma part de me donner la possibilité donc, de me prononcer sur la stratégie France. Parce que c'est vraiment un projet extraordinaire qui mérite encore de devenir même plus populaire que ce n'est le cas à l'heure actuelle. Mais avant de cela, permettez-moi de vous donner quelques informations générales concernant les relations franco-allemandes et les missions d'une ambassade. Les relations franco-allemandes sont vraiment des relations très particulières sur le plan international. Il n'existe pas dans cette forme entre d'autres pays. Et la cause de cela est le rôle fondamental que jouent l'Allemagne et la France au sein de l'Union européenne. On dit souvent que l'Allemagne et la France sont les moteurs de l'Union européenne. Donc, ceci peut être mal comprise, mais c'est même plus, ceci a une vérité profonde parce que sans l'Allemagne et sans la France, on ne peut pas vraiment faire avancer les choses au sein de l'Union européenne parce que ces deux pays ont des traditions différentes qu'ils représentent au sein de l'Europe et les deux pays ne persistent pas dans cela, mais ils ont fait le point de départ pour chercher conjointement des solutions. Et de telles solutions qui sont des compromis sont à cause de cela donc un point de départ pour autres pays au sein de l'Union européenne pour trouver de vraies solutions européennes. Un très bon exemple pour cela est quelque chose que nous avons vu en printemps dernier, c'est la déclaration franco-allemande de Meseberg signée en mai 2020. Et en se basant sur cela, le Conseil européen a quelques semaines plus tard lancé un programme de soutien économique donc des victimes de Covid-19, c'est-à-dire des personnes qui ont souffert des pertes économiques à cause du Covid-19, a été adopté par le Conseil européen. Et ce programme de financement Next Generation Europe est donc une nouvelle base pour l'Union européenne. Et c'est donc un très bon exemple de ce qu'on peut faire. Parce qu'avant la signature donc, de cette déclaration, l'Allemagne et la France avaient discuté pendant des décennies pour savoir comment on peut faire avancer
l'Union européenne. Mais au moment où l'Allemagne et la France se sont mis d'accord sur cette déclaration à Meseberg, on avait jeté de bonnes bases et dans quelques semaines, on a pu atteindre donc un résultat européen avec le soutien des autres États membres. Mais ceci ne veut pas dire que l'Allemagne et la France vont imposer leur volonté à d'autres partenaires. Ils font une offre et après avoir reçu cette offre, les autres pays continuent à négocier. Et la particularité de l'Union européenne, c'est que même les petits États membres jouent un rôle très important et peuvent, grâce à l'Union européenne, devenir beaucoup plus importants que quand ils agissaient seuls. Et on a vu cela quand on a regardé de cette déclaration, parce que les petits États membres ont participé aux négociations. Je me permets par exemple de citer le groupe des 4 frugaux, c'est-à-dire des pays nordiques et de l'Autriche, qui ont défendu une certaine opinion, pendant qu'autres États membres ont défendu une autre opinion. Et à la fin, on avait atteint un compromis qui était accepté par tout le monde. Mais sans l'influence franco-allemande, ça aurait été difficile de lancer un tel processus. Je pense que ça, c'est le noyau des relations franco-allemandes, c'est leur valeur pour l'Europe et pour la capacité d'agir de l'Union européenne. Et il est clair que l'Union européenne doit être capable d'agir parce qu'il ne faut pas oublier que chaque État membre, pour soi, est relativement petit sur le plan mondial. Même les États membres les plus grands de l'Union européenne, l'Allemagne, la France, l'Italie, sont plutôt petits quand on les compare, si on les compare à des pays comme par exemple la Chine, l'Inde ou les États-Unis. Et si nous agissons seuls, nous sommes plutôt inefficaces, impuissants. Mais si nous agissons ensemble, si nous agissons en coopérant ou avec l'Union européenne, nous pouvons faire avancer les choses. Et ça, c'est l'importance de l'Union européenne et comme ça, ainsi des relations franco-allemandes pour chacun de nos citoyens. Parce que l'Union européenne nous protège et elle nous donne le cadre pour agir de manière souveraine dans le monde du XXIe siècle. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais prévu de dire en tant qu'introduction pour présenter, pour souligner l'importance particulière de relations franco-allemandes. Et je vais maintenant vous donner quelques informations par rapport aux missions d'une ambassade. L'ambassade allemande à Paris a les mêmes missions que toutes les ambassades. Je me permets de citer 6 champs de travail. Donc, premièrement, surveiller et rapporter des choses. Nous regardons avec intérêt les évolutions en France et nous élaborons des rapports qui contiennent donc des informations plus profondes que par exemple les journaux. Ces documents servent de base de prise de décision pour le gouvernement fédéral et également pour les Länder. Et grâce à cela, les décideurs politiques en Allemagne peuvent prendre des décisions sur la base de bonnes informations. Nous devons également défendre des intérêts vers l'extérieur par rapport au public français, mais également par rapport au Parlement français. Il y a quelques semaines, par exemple, j'ai participé à une discussion au sein de l'Assemblée parlementaire
communautaire sur le droit environnemental et dans le cadre de cela, on voulait avoir une présentation de la situation en Allemagne. Christophe Arendt, qui est un grand ami donc, de Lasar, qui a déjà été mentionné il y a quelques minutes par M. Theis, a animé cette audience et j'ai présenté la situation en Allemagne. Troisième point, troisième champ de travail de l'ambassade, c'est donc de maintenir de bons contacts avec des représentants de la politique, mais également de l'administration et de l'économie, ainsi qu'avec des intellectuels français qui jouent un rôle très important ici à Paris. Et quand on a besoin d'une information ou quand on souhaite communiquer quelque chose, il faut savoir à qui il faut s'adresser. Donc, quatrième champ thématique, l'accompagnement des invités politiques, parce que normalement, la chancelière allemande se rend plusieurs fois par an à Paris. Le ministre allemand des Affaires étrangères se rend normalement une fois par mois à Berlin. D'autres ministres allemands le font également. C'est-à-dire, nous avons un nombre très élevé d'invités politiques et ces entretiens doivent être bien préparés. Il faut établir des protocoles, des procès-verbaux. Donc ça, c'est ce que l'ambassade fait. Et une autre mission très importante de l'ambassade, c'est d'aider les Allemands à l'étranger. Donc, si vous perdez, par exemple, donc, vos papiers, vos documents ici à Paris, l'ambassade va vous aider à avoir de nouveaux documents et dernière mission que nous avons le soutien économique. Le ministre plénipotentiaire a des missions qui peuvent être comparées aux missions d'un secrétaire d'État au sein d'un ministère. On pourrait donc comparer mon rôle au rôle de M. Theis au sein du ministère. Il y a donc une coopération étroite entre l'ambassadeur et le ministre plénipotentiaire. Donc ceci en tant qu'information générale, et je me permets maintenant de revenir sur la thématique qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. C'est la thématique de la stratégie France du Land de Sarre, et ceci est un projet que on ne saurait pas assez apprécier, parce que c'est une initiative tout à fait nouvelle de prendre une autre langue, c'est-à-dire le français, et d'en faire la langue de communication d'ici l'année 2043 en Sarre. 2043, c'est 30 ans après 2013-2014. Quand le projet a été lancé, et ceci montre qu'il s'agit d'une tâche d'un défi à relever par une génération entière. Ceci montre toute l'importance de cette idée. Et on peut dire que il y a un malentendu si on pense que ceci serait d'abord dans l'intérêt de la France. C'est tout à fait le contraire. L'objectif de la stratégie France est de donner aux jeunes Sarrois les meilleures possibilités de réussite dans la vie. Et les jeunes Sarrois peuvent vraiment profiter de cette stratégie France parce qu'ils auront grâce à elle la possibilité de travailler sur le marché de l'emploi dans la région frontalière, mais également à Paris ou à d'autres endroits en France où ils trouveraient les meilleures possibilités de réussite. On peut donc dire que on ne sera pas limité, comme ceci peut être le cas à d'autres endroits, où on ne
où on a des connaissances linguistiques du français qui ne sont pas si bonnes. Il y a beaucoup de personnes qui savent parler l'anglais, donc très bien, mais il y a seulement peu de personnes qui savent très bien parler le français, c'est-à-dire qui peuvent très bien communiquer, qui sont capables de mener des négociations juridiques en langue française. Donc ceci est vraiment compliqué et je pense que les jeunes Sarois auront un vrai avantage dans la compétition internationale pour les meilleurs emplois grâce à la stratégie France. On ne peut donc que de défendre cette idée, donc ce modèle, et le côté français reconnaît cela en tant que Sarois. Je présente toujours à toutes les occasions la stratégie France du Lantessard dans mes entretiens. Et je remarque toujours tout de suite les réactions suivantes. La première réaction, c'est que mes interlocuteurs sont toujours très étonnés quand je leur présente cette idée. Donc, ils ne comprennent pas comment on peut avoir cette idée d'avoir une langue étrangère en tant que langue de communication dans un État fédéré entière. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas facilement comprendre. Et si on explique cela, les interlocuteurs disent « mais c'est une très bonne idée, pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas ?» Et ça, c'est une question qu'il faut bien sûr se poser, et il y a certaines idées comparables. Je sais que certaines personnes, comme par exemple Christophe Aron, qui est très actif dans le domaine du franco-allemand, font avancer ces idées, mais je pense qu'on peut vraiment dire que la SAR, le Lantessard, a pris la première initiative et il faut vraiment reconnaître cela. Madame la ministre-présidente Annegret Kramp-Karrenbauer, quand on était encore ministre-présidente, a lancé ce projet ou l'idée pour ce projet qui est vraiment reconnu par le côté français. Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que la SAR s'est joint à titre honorifique à l'Assemblée des départements de France et que en janvier, la SAR a reçu donc le prix du journal Acteur Public pour ses performances innovantes et ses réussites dans l'administration et l'utilisation de la langue française. Donc c'est un prix que ne reçoivent normalement que les territoires français, et il y a également des approches de la SAR pour devenir membre actif de l'Association internationale de la francophonie, et je pense que ceci offrirait également beaucoup d'avantages et beaucoup de perspectives à la SAR, et on ne peut qu'encourager la SAR à faire cela. L'objectif, je l'ai déjà dit, c'est d'être en langue bilingue d'ici 2043. Il en reste encore beaucoup à faire, mais il y a également beaucoup de choses que nous avons déjà atteintes, donc notamment les 2 premières étapes. La stratégie France se trouve à l'heure actuelle dans son 3e phase, la 3e feuille de route, et je me permet de féliciter cordialement la SAR de cela, et je souhaite beaucoup de réussite et vraiment bonne chance à toutes les parties prenantes, et je pense que la SAR est vraiment sur une très très bonne voie. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, monsieur le professeur recteur, pour vos explications, non seulement en ce qui concerne les responsabilités d'une ambassade en France et dans le monde,
et non seulement en ce qui concerne vos responsabilités, mais également par rapport à la stratégie France du Long-Dossard. Je vous en remercie chaleureusement et il était très agréable d'entendre le mot AHA dans un autre contexte que dans le contexte de la pandémie, parce que AHA, c'est l'abréviation pour les règles d'hygiène que nous suivons tous depuis des mois. AHA, vous l'avez mentionné en tant que réaction de vos interlocuteurs et d'autres interlocuteurs de l'ambassade si vous parlez de la stratégie française, si vous la présentez. Et c'est bien sûr un effet de multiplicateur très important pour nous si l'ambassade présente cette initiative audacieuse et courageuse du Long-Dossard en France, et nous vous en sommes très reconnaissants et nous vous remercions pour cela. Oui, maintenant, monsieur le professeur recteur, vous êtes également prêt à répondre à des questions. Il y a déjà des premières questions que nous avons reçues dans le chat, par rapport à ce que vous avez présenté. Et j'aimerais d'abord présenter une question qui a été posée dans le contexte de la pandémie. Et une autre question concernant le rôle de l'Allemagne et de la France en tant que modèle en Europe et précurseur pour des solutions européennes. Madame Aminata Sek souhaite demander si ce serait possible dans l'espace Schengen de coordonner la lutte contre la pandémie de manière régionale. C'est-à-dire qu'il y aurait une concertation par rapport à des mesures comme des couvre-feux sur le plan régional et qu'on coopère encore plus sur le plan régional en ce qui concerne la lutte contre la pandémie. Je vous remercie d'avoir posé cette question et je profite de cette question pour expliquer les choses un peu plus en détail. En ce qui concerne la coordination de la lutte contre la pandémie, d'abord, on peut dire que parallèlement à toutes les choses affreuses causées par cette pandémie, elle a une bonne chose. Elle nous montre de façon évidente la valeur de l'ouverture des frontières. Pendant longtemps, il était très difficile d'expliquer la valeur de l'ouverture des frontières. C'était quelque chose qui allait de soi. Tout le monde disait les frontières sont ouvertes. Il n'est pas nécessaire de faire grand-chose. Mais une des leçons que nous pouvons tirer de la pandémie, c'est l'importance de l'ouverture des frontières et qu'il faut toujours lutter pour cela parce qu'il y a souvent des tendances de fermeture des frontières et en tant que citoyen, il faut agir pour faire en sorte que les frontières restent ouvertes au sein de l'espace Schengen. Il y a au sein de la région frontalière et notamment de la grande région des instruments. Et en ce qui concerne le franco-allemand, il y a le comité de coopération transfrontalière. Et il y a une série de mécanismes de coordination que je ne peux pas présenter en détail maintenant. Notamment une vidéoconférence qui a lieu régulièrement et qui est organisée entre Madame la préfète de la région Grand Est, des participants français, des représentants du gouvernement du Long-Dossard ainsi que du gouvernement fédéral d'Allemagne. Et dans le cadre de cette conférence téléphonique ou cette vidéoconférence, on a une concertation qui est en train de s'améliorer. Parce que, il faut le dire, au début, la coopération, la concertation était encore à perfectionner, à améliorer. Vous vous souvenez tous de la situation en mai 2020 quand les frontières avaient été fermées, où il n'y avait que quelques rares possibilités de traverser la frontière. Et en ce moment,
on a vu beaucoup de choses et on en a tiré de leçons importantes. Et cette fois-ci, toutes les parties concernées ont dit qu'il est très important que les frontières restent ouvertes. Il y a bien sûr des obligations de tests qui sont nécessaires parce que nous voulons lutter contre la pandémie de manière efficace. C'est pourquoi nous devons prendre les mesures nécessaires pour cela. Donc, par exemple, des obligations de tests pour prouver qu'on n'est pas malade, qu'on ne va pas introduire le virus de l'autre côté de la frontière. Mais ceci doit se faire de manière à ce qu'il y ait des effets secondaires très minimes. Et pour cela, il a été décidé qu'il n'y aura pas de contrôle auprès directement des frontières et je ne peux dire que notre ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, a lutté en faveur de l'ouverture des frontières. Et une protection contre l'épidémie efficace est bien sûr la chose la plus importante, mais il faut veiller, je l'ai déjà dit, à ce que les effets secondaires soient réduits dans la mesure du possible. Donc ceci par rapport à votre question et on peut bien sûr encore améliorer les choses. Et il y a les instances qui s'occupent de cela de manière détaillée. Les instances de la coopération transfrontalière, donc j'ai déjà mentionné le comité de coopération transfrontalière ainsi que la vidéoconférence entre Madame la préfète de la région Grand Est et toutes les parties allemandes et françaises concernées. Donc ceci par rapport à votre question, je vous remercie. Oui, je vous remercie également. Est-ce que vous pensez que la thématique de l'ouverture des frontières, des exigences de la protection contre la pandémie, les obligations de tests, donc cette question est une question qui nous occupe donc toute la journée et nous agissons activement afin de préserver la mobilité au-delà des frontières. Mais c'est également une question qui est très importante pour les citoyens. Et je me permets dans ce contexte de présenter une question que nous avons reçue de la part de Madame Gallimard qui craint que, à cause de la situation actuelle dans le département Moselle et concernant la frontière franco-allemande, l'amitié franco-allemande et notre stratégie France pourrait subir des effets négatifs. Les citoyens français ont, dit-elle, le sentiment d'être traités comme des ennemis. Une manifestation près de passage de frontière Brême d'Or est annoncée pour samedi prochain et ce sont des choses qui sont importantes pour les gens qui souhaitent traverser les frontières et qui ressentent des obstacles maintenant. C'est pourquoi j'aimerais poser la question de Madame Gallimard. Donc, est-ce que cette situation ne pourrait pas donc être très négative pour la stratégie France? Je comprends, j'ai beaucoup de compréhension pour ces préoccupations et cette colère qui est causée par la situation. Les manifestations, l'ambassade a également été informée de ces manifestations, donc nous en sommes au courant et je pense qu'il est important que de telles manifestations puissent avoir lieu pour que les citoyens puissent présenter leurs sentiments et pleinement profiter de leurs droits démocratiques et de faire, en faisant cela, de la pression sur les décideurs politiques.
Bien sûr, on peut encore améliorer des choses, on peut trouver des solutions plus intelligentes pour gérer la situation, mais nous sommes dans un processus itératif où on se rapproche lentement de la solution optimale. Et bien sûr, nous avons la responsabilité d'avoir la meilleure protection possible des citoyens contre cette maladie affreuse. Mais pour savoir comment il faut le faire, donc il faut vraiment discuter. Il ne faut pas garder tout le temps un chemin choisi. Il faut continuer à discuter pour savoir comment on peut faire améliorer les choses. Et je peux vous dire que toutes les parties prenantes du côté allemand ainsi que du côté français agissent activement pour trouver de meilleures solutions. C'est pourquoi je pense que sur le long terme, les effets ne seront pas négatifs. Donc sur le long terme, le sentiment qui va rester sera qu'on était dans une situation très difficile, mais qu'on a bien géré ensemble. Et on se souviendra de la valeur de l'ouverture des frontières et tous les citoyens sauront qu'ils doivent toujours continuer à agir de manière active pour cela. Je vous remercie de ces explications et je pense que on peut dire que les deux côtés sont en concertation très étroite afin de trouver des solutions ciblées. Nous avons par exemple créé le centre de dépistage franco-allemand au passage de frontière Brandor où les travailleurs frontaliers peuvent profiter gratuitement des offres de dépistage. Ceci fonctionne très bien. Nous avons environ 2000 tests par jour qui sont faits dans ce centre de dépistage et le taux de positivité est vraiment très très bas et ceci est bien sûr une bonne chose parce que tout cela sert à la protection de la santé. Et le fait que nous pouvons utiliser des tests antigéniques rapides est également un résultat de la très bonne concertation, de la très bonne coopération franco-allemande. Donc les tests antigéniques rapides suffisent donc, les tests PCR ne sont pas nécessaires et je pense que ceci est également le résultat des travaux de l'ambassade, si je peux dire. Oui. Merci. Oui, en effet, nous sommes bien sûr également en contact avec les autorités françaises compétentes et nous essayons toujours de trouver les meilleures solutions. Ceci n'est pas facile et on n'arrivera jamais complètement à le faire, mais nous espérons que si les campagnes de vaccination se passent très bien et si tous les citoyens auront reçu une offre de vaccination d'ici l'été, on peut revenir donc à la vie normale. Ceci est notre objectif. Oui, c'est ce que nous souhaitons tous et je pense que la stratégie France peut être vue en tant qu'une stratégie de possibilités. Des possibilités, des opportunités donc pour les habitants de la région frontalière. Et nous pouvons continuer donc à nous rapprocher de la francophonie et nous célébrons à l'heure actuelle le mois de la francophonie. Et vous l'avez déjà dit, le Land-Sarre a déposé sa candidature officielle pour devenir membre de l'OIF et le fait que ceci soit pendant le mois de la francophonie est vraiment quelque chose de très positif et nous nous réjouissons de l'écho très positif que nous avons reçu par rapport à cela. Il y a dans ce contexte, je l'ai déjà dit, du soutien de la part de l'ambassade allemande.
Et ça, c'est le mot-clé qui me fait penser aux autres questions que nous avons reçues. Par exemple, la question suivante. Combien de personnes travaillent dans l'ambassade allemande à Paris? Combien de gens participent donc à la mise en œuvre des travaux dans les 6 champs thématiques que vous venez donc de décrire, donc par exemple les rapports que vous avez mentionnés. Donc combien de personnes travaillent avec vous? Donc je ne peux pas citer un chiffre exact, mais je dirais environ 150 personnes travaillent dans l'ambassade. Un nombre relativement important, mais qui est approprié au grand nombre de tâches de responsabilité qu'une ambassade doit assurer donc à Paris. Il y a d'autres ambassades qui sont encore plus grandes, mais nous sommes déjà parmi les grandes ambassades donc à Paris, et je pense que cela correspond à l'importance des liens donc entre l'Allemagne et la France. Je vois également la question concernant les responsabilités d'un consul honoraire, et ça me fait penser au fait que l'ambassade coopère étroitement par des consulats de carrière en France. Ce sont les consulats à Strasbourg, à Lyon, à Marseille et Bordeaux. Et y travaillent des consuls de carrière, c'est-à-dire des collègues du ministère des Affaires étrangères. Et bien sûr, ils ne travaillent pas seuls. Ce sont des petites structures avec entre 5 et 20 collaborateurs. Et ces personnes s'occupent des relations consulaires dans la région. Donc, surtout l'aide à des Allemands à l'étranger. Et donc, en tant que Sarrois, si vous pensez par exemple à des vacances dans la vallée de la Rhône, vous savez certainement qu'à Marseille, le besoin de soutien est relativement élevé parce que il y a de temps en temps des touristes qui y ont des difficultés. C'est pourquoi le consulat à Marseille est le plus grand, mais je répète, nous avons également d'autres à Strasbourg, Lyon et Bordeaux. Et au-delà de cela, il y a les consuls honoraires. Je pense que ce sont environ 20 personnes que nous avons dans les régions françaises où il y a un besoin pour cela, mais où nous n'avons pas de consulat de carrière. Et ceci est surtout le cas dans les territoires français d'outre-mer. Si vous avez donc par exemple un problème à Nantes, quelqu'un de Paris peut prendre le TGV pour se rendre à Nantes et pour s'occuper du problème. Mais si vous avez un problème en Nouvelle-Calédonie, personne ne peut s'y rendre directement en partant de Paris. C'est pourquoi nous sommes très heureux que nous trouvons toujours des gens qui se déclarent responsables d'aider de manière bénévole. Nous avons par exemple en Nouvelle-Calédonie un consul honoraire qui peut aider si des touristes sont dans des situations d'urgence. Et la même chose par exemple pour les Antilles françaises. Là, nous avons également un consul honoraire. Et là, il y a souvent des touristes allemands qui ont des problèmes parce qu'ils sont des suspects dans les cas de trafic de drogue. Je me souviens par exemple à un cas qu'on m'a raconté où une jeune mère a participé à des transports de drogue
et la police l'a détectée et elle a été envoyée en prison et quelqu'un faudrait s'occuper de son petit enfant. Et c'était monsieur le consul général qui s'est occupé de cela et qui faisait en sorte que cet enfant puisse être accueilli dans une bonne situation. Ceci montre la valeur très importante du travail des consuls honoraires qui agissent vraiment directement en faveur des citoyens. Merci. J'aurais une question complémentaire que j'aimerais vous poser si vous le permettez. Il y a également les maisons allemandes à différents endroits en France, comme par exemple la maison Heinrich-Heine à Paris ou la maison de la Rhénanie-Palatinat à Dijon. Y a-t-il une coopération de ces institutions avec l'ambassade ou sont-elles complètement indépendantes des consulats et de l'ambassade? Oui, ces maisons sont indépendantes dans la mesure où elles ne sont pas directement soumises ou elles ne sont pas soumises à l'Office des Affaires étrangères. Donc leur rôle diffère du rôle d'un consulat. Elles peuvent plutôt être comparées aux instituts Goethe que nous avons également. Ceci veut dire qu'ils s'occupent des relations culturelles et personnelles et ceci de manière exemplaire. Je pense par exemple à la maison Heidelberg à Montpellier ou la maison de la Rhénanie-Palatinat à Dijon. On peut donc dire qu'il y a une coopération et il y a également une contribution très importante de ces institutions aux relations franco-allemandes, mais elles ne sont pas soumises à l'Office des Affaires étrangères et à cause de cela, donc un lien différent avec l'ambassade que par exemple les consulats. Il y a une autre question qui concerne le paysage médiatique en France. C'est monsieur le professeur Rudemann qui nous l'a envoyé et il dit que le nombre de commentaires de lecteurs serait plutôt bas comparé en France comparé à l'Allemagne, que la presse française contient très souvent des commentaires avec de fausses informations et que les très bons correspondants n'occuperont que rarement de bonnes positions donc au sein des rédactions. Qu'est-ce que vous en pensez? En tant que gouvernement fédéral, nous ne pouvons pas commenter sur les décisions de maisons d'édition. Mais je ne suis pas si pessimiste. Je pense qu'en ce qui concerne des commentaires d'utilisateurs également dans les médias sociaux, ils contiennent souvent des informations qui ne sont pas neutres, des fausses informations, et je pense que ceci va bien au-delà de notre débat. Mais je ne pense pas que ceci soit un grand problème dans les relations franco-allemandes. Il y a également de très bons reportages des correspondants allemands ici à Paris avec lesquels nous sommes en échange permanent. Et je pense que il y a la possibilité de transférer les bons messages, les messages importants qui concernent les relations franco-allemandes. Une autre question que nous avons reçue. Est-ce que le nombre relativement bas de commentaires de lecteurs, donc comparé à l'Allemagne, reflète également le fait que les deux sociétés sont en train de se déconnecter? Je ne pense pas que les deux sociétés soient en train de se déconnecter. Je pense que on peut dire qu'en ce qui concerne leur origine, ces sociétés sont vraiment différentes. Et ceci représente également la force du moteur franco-allemand. Je l'ai déjà dit, la France et l'Allemagne
représente les deux les deux grands courants traditionnels en Europe. C'est-à-dire, si on prend un allemand et un français et on les confronte avec le même problème, on peut être sûr que les pistes de solutions trouvées par l'allemand et le français seront très différentes. Parce que, en ce qui concerne leur histoire et leur évolution sociétale, les Allemands et les Français sont très différents. Mais, et ceci est l'aspect positif de la chose, ces contradictions sont toujours transformées en solutions dans les relations franco-allemandes. Le moteur franco-allemand est une machine de transformation de contradictions franco-allemandes et comme ça de contradictions européennes dans des solutions, dans des compromis. Ceci est la valeur des relations franco-allemandes et pour atteindre cela, il faut bien sûr partir de différents points de départ. Donc, je suis beaucoup moins pessimiste. Oui, merci beaucoup. Il y a encore une autre question que nous avons reçue de la part de Madame Dao. Elle dit que le moteur franco-allemand devrait encore augmenter la vitesse. Et elle souhaite savoir pourquoi il est souvent tellement compliqué, pourquoi y a-t-il tellement de problèmes à réduire des obstacles entre la France et l'Allemagne. Vous avez déjà mentionné le comité de coopération transfrontalière. Je pense que ce comité pourrait être une instance utile. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est difficile, mais comme Max Weber l'a déjà dit, la politique est un travail de titan. L'amélioration de la coopération administrative franco-allemande est certainement un travail très compliqué, mais on est déjà bien avancé. Si on compare la situation actuelle à la situation du passé, on peut dire qu'on est bien avancé, mais ça ne suffit pas encore. Mais je pense que avec le traité d'Aix-la-Chapelle, nous avons maintenant reçu un nouveau cadre qui nous permettra de faire encore avancer et de faire mieux avancer ce projet. Mais là, je dirais également, il ne faut pas se faire des illusions. On ne sera pas capable d'atteindre l'objectif dans quelques mois ou dans quelques années. C'est un processus à très long terme, mais nous sommes en train d'avancer. Et ceci, notamment grâce à des instruments comme par exemple le comité de coopération transfrontalier, mais également l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Je pense que cette assemblée est également un instrument très important pour la coopération franco-allemande. Tout cela va nous aider de bien avancer sur ce chemin. Merci beaucoup. Oui, vous comprenez certainement que en ce qui concerne la thématique donc du rapprochement de nos deux sociétés et de la stratégie France, je dois vous poser la question suivante. Qu'est-ce que vous pensez donc par rapport à l'apprentissage de la langue allemande en France? Parce que nous avons besoin donc de langue de connaissances linguistiques, parce qu'il faut se comprendre si on veut se comprendre. Oui, vous avez raison. Ceci est également un projet à très long terme qui nous occupe beaucoup. Je pense que entre-temps, l'apprentissage de la langue allemande en France était dans une situation difficile à cause de certaines conditions politiques sur lesquelles je ne vais pas revenir en détail maintenant, mais la situation a fortement amélioré et nous sommes très actifs afin de continuer à améliorer la situation. Et la réussite que nous avons déjà atteint, c'est que le nombre de lycées franco-allemands est en croissance constante. Vous savez que le lycée franco-allemand de Saarbrück, où j'ai fait mon baccalauréat, était le premier lycée franco-allemand. Et pendant longtemps, il n'y avait que 2 autres lycées franco-allemands, à Fribourg et à Buc, dans les Yvelines, en France. Mais maintenant, un 4e lycée franco-allemand a ouvert ses portes à Hambourg et la France va maintenant
lancer un lycée franco-allemand l'année scolaire prochaine à Strasbourg. Et on est également en train de réfléchir par rapport à la création d'autres lycées franco-allemands, comme nous le faisons ici en Rhénanie-Palatinat par exemple. Donc c'est un très bon exemple de la façon dont on peut avancer, mais il faut également regarder les autres instances d'apprentissage de la langue allemande, donc à côté des lycées, et développer des stratégies adéquates. Ceci est également un mandat formulé dans le traité d'Aix-la-Chapelle. L'ambassade s'occupe de cela en coopération avec les Länder, par exemple, qui sont responsables pour les écoles et pour l'apprentissage de langue étrangère. Mais je reviens sur un point que j'ai déjà mentionné. Le premier objectif de la stratégie France n'est pas de faire en sorte que les Français apprennent l'allemand. Le premier objectif de la stratégie France est d'aider les jeunes Sarrois à réussir dans la vie s'ils sont capables de parler le français et de profiter donc de certaines possibilités donc sur le marché de l'emploi. Oui, vous avez donc tout à fait raison, et comme ça, les jeunes Sarrois auront certainement beaucoup d'avantages quand ils seront capables de communiquer avec les voisins dans la langue du voisin. Mais il est très encourageant d'entendre que nous sommes en train de créer beaucoup de lycées franco-allemands. Donc les acteurs responsables de l'apprentissage franco-allemand sont en train de développer une stratégie pour l'apprentissage de la langue allemande en France. Nous essayons au niveau de la conférence des ministres de la culture à promouvoir de manière constante l'apprentissage de la langue du voisin. Parce que la stratégie France se limite non seulement à la France, elle concerne également la francophonie dans son entité, ainsi que les autres Länder de l'Allemagne. Et nous souhaitons encourager les autres Länder à faire avancer le français en tant que première langue étrangère dans les écoles. Y a-t-il d'autres questions? Je pense que ceci n'est pas le cas, donc il ne me reste que de vous remercier chaleureusement, monsieur le professeur recteur, d'avoir pris le temps aujourd'hui d'échanger avec nous sur notre portail participatif, donc un des outils de la stratégie France. Nous apprécions la coopération avec vous déjà depuis longtemps, mais nous savons également que vous allez quitter l'ambassade à Paris pour commencer à travailler comme ambassadeur de l'Allemagne au Danemark. Je vous en félicite et je suis sûre que vous resterez certainement très actifs pour faire avancer la stratégie France du Long-Dossard et que vous suivrez certainement son évolution. Oui, je vais le faire, donc certainement, parce que quelqu'un qui a déjà vécu et travaillé à Paris restera toujours très actif donc en faveur de cette ville, de ce pays et des relations franco-allemandes. Et je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de présenter ces thématiques importantes, notamment l'importance des relations franco-allemandes et le rôle que le Long-Dossard joue dans ces relations. Parce que l'aspect précieux par rapport à ces relations est que des petits acteurs peuvent jouer un rôle très grand, et vous savez que des petits ruisseaux font de grandes rivières. Je vous remercie de votre attention.